La parole est à Madame Cathy Racon-Bouzon, rapporteure de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, cher Bruno, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons ce matin a donné lieu à des échanges animés en commission la semaine dernière et a suscité un certain écho dans la presse et au sein de la communauté éducative. C'est probablement parce qu'elle concerne de façon concrète tous les parents qui ont des enfants scolarisés. Mais c'est aussi plus largement parce qu'elle interroge chacun d'entre nous sur l'usage des téléphones portables dans notre vie quotidienne, sur leur omniprésence dans nos sphères professionnelles et personnelles. Les études le montrent, nous consultons en moyenne nos smartphones plusieurs dizaines de fois par jour pour lire nos mails, nos messages, vérifier nos rendez-vous, prendre des photos. Si la question de l'utilisation des téléphones portables se pose pour nous, adultes, elle présente une acuité encore plus grande pour nos enfants qui disposent de plus en plus jeunes de ces appareils et qui doivent apprendre à en maîtriser l'usage. La présente proposition de loi vise à encadrer l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges en posant le principe de son interdiction et l'impérieuse nécessité d'éducation. Ce texte vient mettre en œuvre un engagement pris par le président de la République au cours de la campagne électorale afin de mettre un terme aux perturbations qu'occasionnent les portables dans les écoles et d'y améliorer le climat scolaire. Cette réforme a vocation à s'appliquer dès la rentrée scolaire prochaine, sous réserve bien entendu du déroulement de nos débats à l'Assemblée puis au Sénat. Nous le savons, l'usage des téléphones portables chez les jeunes s'est généralisé. Près de 90% des 12-17 ans possèdent un smartphone, soit 4 fois plus qu'il y a 6 ans. Les mobiles commencent à se diffuser parmi les élèves dès le primaire. La présence et l'utilisation de ces outils multifonctions dans les établissements scolaires ne sont pas sans conséquences, notamment par leur impact sur les capacités d'attention, de concentration et de mémorisation des élèves en classe. Les cours dispensés par les enseignants se trouvent en permanence concurrencés par d'autres sources d'informations et d'activités, et les élèves se dispersent. De plus, la possession de smartphones peut être à l'origine de querelles et donner lieu à des rackets et des vols. Ils offrent un accès à des contenus violents ou pornographiques et peuvent être utilisés pour filmer ou prendre des photos des élèves, voire des enseignants, à leur insu. En cela, ils facilitent les pratiques de cyberharcèlement dont on connaît les effets dévastateurs pour les enfants. Plus largement, le climat scolaire s'en trouve affecté, comme nous l'ont rapporté plusieurs des personnes que nous avons auditionnées dans le cadre de nos travaux, notamment des parents d'élèves, des enseignants, des chefs d'établissement. Pendant les récréations ou entre midi et 2, les élèves s'enferment dans leur bulle et pianotent sur leur portable ou se rassemblent autour de téléphones pour regarder des vidéos. Les relations entre les élèves sont appauvries, ils sont plus sédentaires également. Plusieurs personnes entendues ont d'ailleurs souligné que dans les établissements qui avaient décidé d'interdire l'usage du portable pendant les récréations, les ballons et les jeux étaient revenus dans les cours d'école. Enfin, on le sait, l'usage des portables chez les enfants soulève des questions de santé publique. Certes, les effets de l'exposition aux radiofréquences sur la santé des enfants ne sont pas prouvés scientifiquement, mais leur absence ne l'est pas non plus. Par ailleurs, plusieurs études établissent des liens entre un usage intensif des téléphones portables et plus largement des écrans, avec des problèmes relationnels et émotionnels, des troubles du sommeil et de l'attention, des phénomènes de dépendance et d'addiction. C'est à la lumière de tous ces constats que la présente proposition de loi pose le principe de l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège en ménageant la possibilité d'exceptions qui doivent être expressément définies par le règlement intérieur de chaque établissement. Depuis 2010 et la loi Grenelle II, le Code de l'éducation prévoit déjà que dans les écoles et les collèges, l'usage du téléphone portable est interdit pendant les activités d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur. Mais en pratique, il apparaît que cette disposition n'est pas appliquée dans tous les établissements. Il semblerait que ce soit le cas dans la moitié d'entre eux. Le texte que nous examinons inverse la logique actuelle. Il pose le principe de l'interdiction de l'utilisation du portable avec la possibilité d'exception. Il permet de renforcer l'assise juridique de cette interdiction tout en laissant une certaine autonomie aux établissements dans la mise en œuvre. La rédaction proposée permet de plus de remédier à une faille du texte actuel, à savoir l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable pendant les activités d'enseignement. Or, cet usage peut être très pertinent lorsqu'il est encadré par l'enseignant. Désormais, cette utilisation à des fins pédagogiques sera possible, par exemple dans le cadre de l'éducation au numérique ou pour certains apprentissages, quand l'outil numérique vient enrichir la pédagogie de l'enseignant.
Nous avons apporté en commission plusieurs améliorations et précisions au texte de la proposition de loi. D'abord, nous avons étendu le champ de l'interdiction à tous les équipements terminaux de communication électronique pour prendre en compte des appareils tels que les tablettes ou les montres connectées qui soulèvent des problématiques similaires, même si leur usage est moins répandu que le téléphone. Ensuite, nous avons prévu que l'interdiction s'applique également pendant les activités liées à l'enseignement qui se déroulent hors de l'enceinte des établissements. Cela permet de couvrir les cours d'éducation physique et sportive qui ont lieu dans un gymnase ou un stade, par exemple, ainsi que les sorties scolaires. Enfin, nous avons indiqué explicitement dans le texte que l'interdiction ne s'appliquait pas lorsque les téléphones et autres objets connectés étaient utilisés à des fins pédagogiques. Tel était l'objectif du texte, mais il nous a semblé préférable de le préciser dans la loi plutôt que de faire figurer ces usages dans les exceptions définies par les règlements intérieurs. Ce sont les établissements scolaires qui assureront la mise en œuvre pratique de la réforme, que ce soit en demandant aux élèves d'éteindre leur portable et de le mettre au fond de leur sac ou en utilisant des casiers. Le renvoi au règlement intérieur pour définir les lieux où, par exception, l'usage du portable est autorisé doit permettre d'impliquer toute la communauté éducative lors de la révision du règlement. Il est indispensable que les personnels de l'éducation nationale, mais aussi les élèves et leurs parents s'approprient cette réforme. C'est la condition de sa réussite. S'agissant des sanctions applicables en cas de manquement des élèves à l'interdiction, il apparaît souhaitable de clarifier le régime juridique actuel de la confiscation pour lever les incertitudes qui l'entourent. J'ai entendu lors des auditions des interprétations différentes sur le sujet, ce qui peut conduire les enseignants ou les personnels de surveillance à renoncer à confisquer un portable de peur de contestation des élèves ou des parents. Or, la confiscation du portable, par exemple jusqu'à la fin de la journée, constitue une sanction adaptée, d'autant qu'elle permet, le cas échéant, d'impliquer les parents lors de la restitution. En tout état de cause, cette mesure ne doit pas être considérée de façon isolée. Elle doit être accompagnée par un renforcement de l'éducation des enfants à un usage responsable du numérique. Le texte vise à instaurer une forme de droit à la déconnexion des enfants pendant le temps scolaire pour que l'école constitue une sorte d'îlot où ils puissent se concentrer sur leurs cours et avoir des interactions avec leurs camarades, mais qui doit être complété par une approche éducative. C'est l'objet de 2 amendements que nous avons adoptés en commission. Il s'agit d'une première étape qui a vocation à trouver un prolongement par la suite en s'appuyant sur les travaux de la mission d'information sur l'école dans la société du numérique, actuellement conduite par le président de la Commission des affaires culturelles, M. Studer. En premier lieu, nous avons introduit une dimension numérique dans la définition de l'éducation à la responsabilité civique qui figure dans le Code de l'éducation. Ensuite, nous avons renforcé les dispositions sur la formation des élèves à l'utilisation des outils et des ressources numériques en complétant les droits et les devoirs liés à l'usage d'Internet auxquels les élèves doivent recevoir une éducation. Il s'agit notamment de renforcer la prévention du cyberharcèlement au sein des établissements scolaires. Cette formation doit également contribuer au développement de l'esprit critique des élèves et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. Un parcours d'éducation civique au numérique doit être construit de manière transverse et interdisciplinaire tout au long de la vie scolaire de l'élève. Il est primordial de réfléchir au bon usage de ces nouveaux pouvoirs que procurent ces technologies à nos enfants. Enfin, ce texte constitue l'occasion d'aborder le sujet de l'exposition excessive des jeunes aux écrans et la forme de dépendance, voire d'addiction qu'elle peut susciter. Certes, l'école a un rôle important à jouer pour enseigner aux enfants à avoir un usage éclairé du numérique. Mais cette responsabilité incombe en premier lieu aux parents, qui sont généralement ceux qui dotent leurs enfants d'un téléphone. J'estime que nous devons avoir une approche plus large et impliquer généralement dans ce rôle d'éducation les constructeurs de téléphones et autres tablettes, ainsi que les fournisseurs d'accès à Internet au titre de leur responsabilité sociale. C'est l'objet de plusieurs amendements que j'ai déposés afin de renforcer les obligations d'information des opérateurs sur les possibilités de contrôle parental. Je propose également de faire figurer sur les publicités en faveur des téléphones portables et tablettes un message de sensibilisation à destination des parents qui préconiserait l'absence d'utilisation de ces équipements par les tout-petits de moins de 3 ans et un usage raisonné pour les enfants au-delà de cet âge. Il est de notre devoir, mes chers collègues, de ne pas craindre l'évolution et la fécondité des progrès techniques. Néanmoins, il faut y préparer nos enfants afin d'en faire un bon usage. Il faut sans cesse promouvoir la valeur du progrès technique sans en oublier sa valeur sociale. Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que chacun voulût la créer. C'est-à-dire que quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors l'humanité sera en progrès. Disait en son temps Charles Baudelaire au sujet d'une société comme la nôtre en pleine mutation. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.